Je m'appelle Adrien Leclerc, j'ai 32 ans. Le matin où l'appel est arrivé, la lumière du soleil filtrait à travers les stores de ma cuisine en rayures nettes sur la table. Mon café fumait dans sa tasse ébréchée. Et pendant une seconde fugace, j'ai cru que la journée serait ordinaire. Courriel, réunion, la routine familière. Mais c'était avant que mon téléphone ne s'illumine avec le nom de ma sœur, brillant comme un signal d'alarme. Sophie n'appelait jamais juste pour parler. Elle appelait parce qu'elle avait besoin de quelque chose. J'ai répondu par un « salut » prudent, en me préparant. Sa voix a explosé dans le combiné, haletante, euphorique. « Adrien, devine quoi ? J'ai démissionné. » J'ai failli laisser tomber la tasse. Le café a giclé contre le bord. « Tu as fait quoi ? Sophie, de quoi tu parles ? » J'ai démissionné, a-t-elle chanté en étirant le mot. Je suis entré directement dans le bureau de mon manager ce matin et je lui ai dit que c'était fini. Pas de préavis de 2 semaines, rien. Juste fini. Je suis libre. Mon estomac s'est noué. Sophie, comment vas-tu payer le loyer ? Nourrir Jules et Thomas. Elle a ri, d'un rire léger et dédaigneux, comme si j'avais raconté la meilleure blague du monde. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Tu vas m'entretenir juste pour un temps, jusqu'à ce que je reprenne des forces et que je vois ce que je veux faire ensuite. J'ai fixé mon téléphone comme s'il s'était mis à pousser des crocs. Pardon. Je vais faire quoi, maintenant ? Allez, Adrien. Je n'ai pas arrêté de travailler depuis le divorce. Je mérite une pause. Tu gagnes bien ta vie. Tu as cette maison. Tu peux me couvrir jusqu'à ce que je sois prête à redevenir sérieuse. Le vieux malaise m'a tordu les entrailles. Le même sentiment que dans l'enfance, quand Sophie me coinçait pour que je fasse ses devoirs, ses corvées, tout ce qui la concernait. Sophie, je ne vais pas t'entretenir. C'est insensé. Tu as 2 enfants. Tu as des responsabilités. Sa voix a changé, devenant tranchante comme du verre. Eh bien, si tu ne veux pas aider de ton plein gré, j'appellerai maman et papa. Ils te forceront à faire ce qu'il faut. Clic. Elle a raccroché. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je suis resté là, figé, ma tasse se refroidissant dans ma main, ramenée des années en arrière, à une relation inégale. Enfant, le favoritisme n'a jamais été subtil. Quand Sophie avait des difficultés en mathématiques, on me disait de faire ses devoirs juste pour maintenir ses notes à flot. Quand elle a voulu des leçons de piano, et moi aussi, ils ont dit que nous ne pouvions nous en permettre qu'une seule série, et naturellement, c'est elle qui les a eus. Pour mon 16e anniversaire, on m'avait promis que je pourrais partager sa voiture, bien que ce soit toujours ses clés qui étaient accrochées près de la porte. Quand l'université est arrivée, ils ont payé la totalité de ses frais de scolarité. Les miens ? Des prêts empilés comme des briques sur mon dos. Même à l'âge adulte, le schéma persistait. Chacun de mes succès devenait une ressource à canaliser vers ses échecs. Alors, quand mon téléphone a de nouveau vibré 30 minutes plus tard et que le nom de maman est apparu, je savais déjà quelle version de l'histoire elle avait entendue. J'ai répondu quand même. Adrien Leclerc, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Sa voix a tonné avant même que je puisse dire bonjour. Salut, maman, ai-je dit d'un ton plat. De quoi parles-tu ? Ne joue pas à l'idiot avec moi. Sophie m'a appelé en larmes. Elle a dit que tu as refusé de l'aider dans un moment de besoin. Comment peux-tu être si égoïste ? J'ai pressé mes doigts contre ma tempe. Maman, elle a quitté son travail sans en avoir un autre de prévu. Elle s'attend à ce que je paie toutes ses factures pendant qu'elle prend des vacances. Elle ne prend pas de vacances. Elle a traversé un divorce horrible. Elle a besoin de temps pour se remettre. Tu as un bon travail, une maison. Le moins que tu puisses faire, c'est d'aider ta sœur. L'aider, maman ? Elle veut que je l'entretienne complètement alors qu'elle refuse de travailler. Ce n'est pas de l'aide. C'est de la complaisance. Eh bien, c'est dommage, a répliqué maman d'un ton sec, sa voix se tendant. Parce que nous avons déjà décidé. Sophie et les garçons emménagent avec toi. Tu as cette grande chambre à l'étage. Ils peuvent y rester. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Ils font quoi ? Maman, personne ne m'a demandé mon avis. Nous ne te le demandons pas, Adrien. Nous te l'ordonnons.
Sophie a besoin d'un endroit, et tu as de la place. C'est ma maison, mon hypothèque, mon espace. La famille s'entraide, et Sophie ferait la même chose pour toi. Non, elle ne le ferait pas, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour elle. Puis une autre voix s'est jointe, la basse lourde de mon père. Adrien, vide cette chambre. Les garçons auront besoin de place pour leurs affaires. Mon pouls battait dans mes oreilles. Papa, je ne veux personne qui vive dans ma maison. Dommage, a-t-il aboyé. Sophie est ta sœur, et ce sont tes neveux. Arrête d'être si sacrément égoïste. L'appel s'est terminé par un clic. Final et sans pitié. Je suis resté assis dans ma voiture sur le parking du travail, fixant le tableau de bord, la vision floue. Le même cycle, qui se répétait encore. Sophie sautait sans regarder, et on attendait de moi que je la rattrape. Mais cette fois, quelque chose en moi a changé. Je me suis souvenu d'une conversation avec mon patron, Luc, des mois plus tôt. Il m'avait offert une mutation au bureau de notre entreprise dans une autre région, à Denver. À l'époque, j'avais refusé à cause de la maison. La maison de rêve que j'avais enfin acquise après des années de labeur. Mais maintenant, cette maison n'était plus un sanctuaire. C'était une cible, un bien que ma famille croyait pouvoir redistribuer. J'ai pris une profonde inspiration, suis sorti de la voiture, suis retourné à l'intérieur du bureau et j'ai frappé à la porte de Luc. Il a levé les yeux de son écran. Adrien, quoi de neuf? Tu te souviens de cette mutation que tu m'as proposée? Le bureau de Denver? Le poste est-il toujours disponible? Ses sourcils se sont haussés. Il l'est. Pourquoi es-tu intéressé maintenant? Très, ai-je dit. Ma voix tremblait, mais j'ai soutenu son regard. Dans combien de temps pourrais-je commencer? Luc s'est penché en arrière dans son fauteuil, les lèvres esquissant un demi-sourire. Bon sang, tu pourrais commencer lundi si tu veux. Je gardais ce poste en espérant que tu changes d'avis. J'ai dégluti, le pouce emballant. Alors oui, je le prends. Très bien, a-t-il dit en attrapant le téléphone. Je vais passer les appels. Quand j'ai quitté son bureau, mes mains tremblaient. Mais ce n'était plus de la peur. C'était de l'adrénaline. Au moment où j'ai atteint mon bureau, je rédigeais déjà des listes, appelé Michael pour des locataires, emballer l'essentiel, organiser le stockage, expédier des boîtes à l'avance. J'avais une semaine, peut-être moins, avant que Sophie et mes parents ne se présentent à ma porte avec des valises et des attentes. Cette fois, je ne serai pas là à attendre sur le porche. Cette fois, je serai parti. Au moment où je suis arrivé dans mon allée ce soir-là, la décision s'était solidifiée comme du béton dans ma poitrine. Je partais. Pas un jour. Pas quand les choses deviendraient insupportables. Maintenant. La maison m'a accueilli dans son silence habituel. Les planchers en chêne brillaient faiblement sous la lumière du couloir. La légère odeur de citron du nettoyant que j'avais utilisé le week-end flottait encore dans l'air. Cela aurait dû être réconfortant. Mais ce soir, chaque craquement et chaque ombre me rappelait que ma famille voyait ces murs comme les leurs. Une nurserie pour les garçons de Sophie, un filet de sécurité pour ses mauvais choix, une ressource attendant d'être réclamée. Plus maintenant. J'ai ouvert mon ordinateur portable à la table de la cuisine et j'ai composé le numéro de Michael, mon ami dans l'immobilier. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix vive comme toujours. Adrien, à quoi dois-je ce plaisir? J'ai besoin d'un service, ai-je dit. Mes mots sont sortis plus vite que prévu. J'ai besoin de locataires pour ma maison. Des bons, fiables, de préférence pour hier. Il y a eu une pause. Des locataires? Tu viens d'acheter cette maison. Qu'est-ce qui se passe? C'est une longue histoire, ai-je marmonné, en jetant un coup d'œil vers le palier de l'étage comme si Sophie et les garçons y campaient déjà. Mais je dois déménager rapidement, genre cette semaine. Michael a sifflé doucement. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Quand nous avons raccroché, j'ai fixé l'économiseur d'écran vide qui dansait sur mon ordinateur portable. La maison avait la même apparence, mais je me sentais déjà me détacher. Elle n'était plus à moi. Pas vraiment. C'était un appât. Le lendemain matin au travail, j'ai accosté Luc pour finaliser la mutation. Tu es sûr de toi, a-t-il demandé,
en faisant glisser un dossier Mani sur son bureau. Son expression était interrogatrice, presque paternelle. Aussi sûr que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit, ai-je dit. Ma voix s'est raffermie en ajoutant, si je ne pars pas maintenant, je ne m'en sortirai jamais. Il a hoché la tête lentement, comme s'il pesait plus que les implications professionnelles. Denver est un bureau plus petit, mais solide. Tu t'en sortiras bien là-bas. Puis, avec un sourire ironique, parfois, la distance est la seule chose qui puisse acheter la paix. J'ai failli lui demander s'il avait déjà dû fuir sa propre famille. Au lieu de cela, j'ai signé les formulaires et lui ai serré la main. Les jours suivants se sont transformés en un mouvement frénétique. J'ai prétexté être malade et j'ai consacré chaque heure de veille à faire mes cartons. Des tours de carton s'élevaient dans chaque pièce. J'ai étiqueté chaque boîte avec un marqueur noir bien visible. Essentiel. Stockage. Denver. La nuit, allongé et éveillé, j'imaginais des phares balayant l'allée, le monospace de Sophie arrivant, la berline de mes parents juste derrière. Eux frappant, puis martelant, puis se laissant entrer avec le double des clés que je savais que maman avait toujours. Cette pensée m'a propulsé plus vite. Je n'ai emballé que ce sans quoi je ne pouvais pas vivre. Vêtements, documents, ordinateur portable, une boîte à chaussures de photos d'enfance. Le reste, meubles, décorations, même la porcelaine de ma grand-mère, resterait pour les locataires. Ma maison n'était plus une forteresse. C'était un décor de scène que j'abandonnais en pleine représentation. Mercredi, Michael a appelé avec des nouvelles. J'ai un couple intéressé. Marié, un enfant. Il est dans l'informatique. Elle est enseignante. Il cherche une location dans ton quartier depuis des semaines. Ça semble stable. Tu veux les rencontrer? Oui, ai-je dit sans hésiter. Le plus tôt possible. Nous avons organisé une visite pour jeudi après-midi. Ils sont arrivés précisément à l'heure. Un homme mince aux yeux fatigués et au sourire doux. Sa femme, chaleureuse et pragmatique. Leur fille, une petite silhouette serrant un lapin en peluche, levant les yeux vers la baie vitrée comme si elle avait trouvé un château. C'est magnifique, a murmuré la femme, en passant ses doigts le long de la corniche. Parfait pour nous. Quartier sûr, a ajouté le mari, près de son école. J'ai hoché la tête, forçant un sourire poli tandis que mon cœur battait la chamade. Je suis content que ça vous plaise. J'ai juste besoin de quelqu'un qui en prendra soin. Alors qu'ils parcouraient les pièces, leur voix résonnait faiblement. Pour eux, cette maison était une promesse. Pour moi, c'était déjà un souvenir. À la fin de la visite, ils étaient prêts. Premier et dernier mois de loyer d'avance, papier signé. Ils pouvaient emménager d'ici le week-end. Quand ils sont partis, je me suis appuyé contre la porte et j'ai expiré pour ce qui m'a semblé être la première fois de la semaine. Le soulagement se mêlait à quelque chose de plus vif. Du chagrin, peut-être. J'avais travaillé si dur pour cette maison, mais la laisser partir semblait être le seul moyen de me retrouver. Cette nuit-là, je me suis assis en tailleur sur le sol du salon, l'ordinateur portable brillant devant moi. J'ai ouvert un dossier de documents numérisés, hypothèque, contrat de location, assurance. J'ai sauvegardé des copies sur une clé USB et j'ai chuchoté à la pièce vide, juste au cas où. Car au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Sophie n'accepterait pas ma fuite en silence. Mes parents non plus. Ils se pointeraient, trouveraient des étrangers dans ma maison, et se mettraient en colère comme si le monde les avait trahis. Mais d'ici là, je serais parti. Vendredi matin, j'ai chargé les dernières de mes boîtes dans la voiture. Les murs semblaient nus, creux. Je suis resté un instant au pied des escaliers, à écouter. Le silence. Pour une fois, il ne semblait pas oppressant. Il semblait être une possibilité. J'ai verrouillé la porte, glissé la clé dans une enveloppe pour les locataires, et les glissé sous le paillasson. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas regardé en arrière en montant dans la voiture. La route s'étendait devant moi, un ruban gris se déroulant vers Denver. Une semaine plus tôt, j'avais été la fille dévouée, le plan de secours, le filet de sécurité familiale. Maintenant, je fuyais, non pas la responsabilité, mais la liberté. Et bien que la peur s'accrochait à moi comme une seconde peau, un autre sentiment s'agitait en dessous. L'exaltation.
Denver m'a accueilli avec l'air raréfié et la lumière vive du soleil. Les montagnes se profilaient au loin, déchiquetées et immuables, comme pour me rappeler que la permanence pouvait exister en dehors des liens familiaux. Mon premier matin là-bas, je me suis assis par terre dans un petit appartement loué, entouré de boîtes en carton qui sentaient légèrement l'encre et la poussière. Le technicien Wi-Fi marmonnait dans un coin en installant le routeur. Dehors, la circulation bourdonnait, un rythme différent de celui de la maison, mais régulier, presque réconfortant. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone était silencieux. Pas de Sophie exigeante, pas de maman qui me sermonne, pas de papa qui commande, juste le silence. J'aurais dû me sentir seul. Au lieu de ça, c'était comme de l'oxygène remplissant des poumons qui avaient été affamés trop longtemps. Le travail au bureau de Denver était assez simple. Équipe plus petite, moins de pression, mais des systèmes familiers. Le deuxième jour, une collègue nommée Sylvie a apporté des beignets et a souri timidement en posant la boîte sur mon bureau. Cadeau de bienvenue. Plus personne n'apporte de friandises aux nouveaux venus. Je me suis dit que j'allais être démodé. Sa gentillesse m'a surpris. À la maison, la gentillesse avait toujours des contreparties. Ici, c'était juste du sucre en poudre sur un couvercle en carton. Cet après-midi-là, en revenant de déjeuner, mon téléphone a vibré. Le nom de Michael s'est allumé sur l'écran. J'ai répondu rapidement. Salut, comment ça se passe à la maison? Il y a eu une pause, puis sa voix, ironique et prudente. J'ai de bonnes nouvelles et des nouvelles potentiellement dramatiques. Ma poitrine s'est serrée. Commence par les bonnes. Tes locataires sont installés. Ils adorent l'endroit. Le loyer a déjà été viré ce mois-ci. Des gens solides, comme je le pensais. J'ai poussé un soupir que je n'avais pas réalisé que je retenais. Et les nouvelles dramatiques? Il s'est éclairci la gorge. Hier après-midi, une femme s'est présentée avec 2 enfants et ce qui ressemblait à la moitié d'un camion de déménagement. Elle a commencé à frapper à la porte, exigeant qu'on la laisse entrer. Mon estomac a chuté. Sophie. Je suppose. Les locataires m'ont appelé, paniqué. Évidemment, cette femme criait que c'était la maison de sa sœur. Qu'elle avait tout à fait le droit d'y vivre. Les locataires ont expliqué qu'ils avaient signé un bail avec toi, que tu avais déménagé, mais elle n'a rien voulu entendre. J'ai posé une main sur mon front. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ensuite un couple plus âgé est arrivé. Je suppose que ce sont tes parents. Bien sûr, la cavalerie. Ils ont eu une dispute en bonne et due forme sur la pelouse. Les voisins ont commencé à jeter des coups d'œil. Tout un spectacle d'après ce que j'ai entendu. Finalement, ils sont partis, mais pas avant d'avoir noté mon numéro sur le panneau de location. Alors, prépare-toi. J'ai ri, un son sec et incrédule. Ils pensaient qu'ils pouvaient simplement débarquer et s'installer, comme si j'allais les attendre les bras ouverts. Ils sont déterminés, Adrien. Je serai prudent. Cette nuit-là, les appels ont commencé. D'abord maman, puis papa, puis Sophie, l'un après l'autre, comme un carrousel d'exigences. Je les ai tous laissés aller à la messagerie vocale. Quand les textos sont arrivés, j'ai fait défiler avec un calme détaché. Maman, Adrien, appelle-moi tout de suite. Nous sommes allés à ta maison et des étrangers y vivent. Où es-tu? Papa, c'est ridicule. Rappelle-nous immédiatement. Sophie, je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Je n'ai nulle part où vivre et tu as juste disparu. J'ai posé le téléphone, je l'ai regardé briller sur le comptoir, puis j'ai tapé une seule réponse à maman. J'ai déménagé. Arrête de me chercher, et j'ai retourné le téléphone. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 12 appels manqués et 23 nouveaux textos. Chaque message se fondait dans le suivant. Culpabilité, colère, manipulation. Sophie, le locataire a dit que tu avais déménagé quelque part mais n'a pas voulu dire où. C'est tellement tordu. Maman, tu ferais mieux de t'expliquer tout de suite, jeune homme. Papa, tu ne peux pas simplement fuir tes responsabilités. Sophie, Jules et Thomas demandent où est passé tonton Adrien. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Je les ai tous lus avec une sorte de fascination engourdie, comme si j'examinais de vieilles cicatrices. Pendant des années, ces mots m'auraient transpercé. Égoïste, irresponsable, cruel.
Mais maintenant, il sonnait creux. J'avais été responsable, trop responsable. Je les avais portés si longtemps que mes propres épaules étaient à vif. Et égoïste? Peut-être. Mais parfois, la survie semble égoïste à ceux qui prospèrent sur votre sacrifice. Ce soir-là, je suis allé me promener dans mon nouveau quartier. De petits bungalows bordaient la rue, leur jardin bien tenu mais pas manucuré. Un couple était assis sur son porche, sirotant du vin, riant doucement. Un garçon est passé à vélo, ses baskets brillant sous les lampadaires. Des vies normales. Des familles qui pouvaient se chamailler pour les corvées, mais qui n'exigeaient pas des maisons entières, des salaires ou des avenirs. Je les enviais. Je me suis aussi apitoyé sur moi-même pour toutes les années où j'ai cru que la version de l'amour de ma famille était la seule qui existait. Mais même à Denver, la liberté portait des ombres. Au travail, je me surprenais à sursauter chaque fois que mon téléphone vibrait, m'attendant à une autre exigence déguisée en supplique. La nuit, je rêvais de la voix de Sophie, acérée par le sentiment que tout lui était dû, de la voix de maman, stridente d'accusation. Une fois à l'épicerie, j'ai cru voir le profil de mon père au rayon des fruits et légumes. Mon souffle s'est coupé jusqu'à ce que l'étranger se retourne, révélant des yeux inconnus. Il n'était pas là, mais la possibilité qu'il puisse se présenter persistait comme de la fumée. Une semaine après la confrontation à la maison, Michael a rappelé. Ils n'ont pas essayé de revenir, a-t-il dit. Mais ta mère m'a laissé un message vocal. Elle voulait ton adresse de suivi. Elle a prétendu que c'était urgent. Je ne l'ai pas donné. Merci, ai-je dit, le pensant plus qu'ils ne le savaient. Mais ils n'arrêteront pas. Ils n'arrêtent jamais. Sa voix s'est adoucie. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé par la fenêtre la chaîne de montagnes, d'un bleu foncé contre le coucher du soleil. Pour l'instant, les ignorer. Construire une vie ici. Me prouver que je peux le faire. Mais à l'intérieur, je savais que la tempête n'était pas passée. Elle n'avait fait que changer de forme. Car si ma famille ne pouvait pas récupérer ma maison, elle trouverait un autre moyen de me récupérer. La première attaque n'est pas venue par téléphone, mais en ligne. C'était un dimanche soir, ma 3e semaine à Denver. Je venais de m'installer avec un verre de vin et un roman policier quand une notification a retenti. Ma cousine Lise m'avait identifié dans un commentaire. La curiosité m'a poussé à vérifier. Et c'était là, une longue et dramatique publication Facebook de Sophie. Eh bien, je suppose que je sais où je me situe avec certaines personnes. J'ai quitté mon travail parce que j'étais épuisé après mon divorce et ma propre sœur a refusé de m'aider. Maintenant, je n'ai aucun revenu, aucun endroit où vivre avec mes 2 jeunes enfants. Quel système de soutien familial, n'est-ce pas? Je suppose que l'argent est plus important que la famille pour certaines personnes. Les mots me fixaient depuis l'écran, mêlés juste assez de vérité pour susciter la sympathie, dépouillés de chaque détail gênant. Les commentaires s'empilaient en dessous comme des vautours. Oh mon Dieu, Sophie, c'est horrible. Ta sœur a l'air terriblement égoïste. La famille devrait toujours passer en premier. Tellement désolé que tu traverses ça. Même maman avait cliqué sur « j'aime ». Mon estomac s'est tordu. Je n'aurais pas dû m'en soucier, mais voir des étrangers me juger sans connaître l'histoire de la maison, les années de sacrifice, le schéma sans fin, cela m'a blessé plus profondément que je ne l'attendais. J'ai fait défiler plus bas, le pouls battant, jusqu'à ce que je voie un commentaire de Lise elle-même. Attends, tu n'as pas démissionné sans avoir un autre travail de prévu? Et tu ne reçois pas une pension alimentaire pour les garçons? Puis l'oncle Marc est intervenu. Sophie, tu as choisi de démissionner. Ce n'est pas la responsabilité d'Adrien de régler ça. Tante Sarah, je vous aime tous les deux, mais Adrien ne devrait pas avoir à t'entretenir indéfiniment juste parce que tu as besoin d'une pause. Un soulagement m'a piqué. Enfin, des voix de la raison, mais elles étaient noyées sous une marée d'amis de Sophie, tous répétant sa victimisation. J'ai fermé mon ordinateur portable, le cœur battant, le vieux malaise remué à nouveau, celui qui me disait que j'étais le méchant. Toujours le méchant. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à regarder le plafond. Peut-être que j'étais égoïste. Peut-être que j'aurais dû la laisser, elle et les garçons, emménager. Peut-être. Mais un autre souvenir a refait surface. 6 mois plus tôt,
Après la finalisation de ses papiers de divorce, Sophie m'avait appelé en sanglotant. Elle ne pouvait pas payer le loyer, ne pouvait pas payer les factures. Je lui avais envoyé 1 000 € sans hésiter. Elle avait promis de me rembourser une fois qu'elle serait de nouveau sur pied. Elle ne l'a jamais fait. Cet argent avait été le dernier de mes économies. J'avais mangé des nouilles instantanées pendant des semaines pour tenir jusqu'à la paix, et elle ne m'avait jamais demandé une seule fois comment j'allais. La culpabilité s'est estompée pour laisser place à quelque chose de plus stable. La colère s'est aiguisée en clarté. Au milieu de la semaine, la publication était devenue virale. Certains cousins m'ont défendu, d'autres sont restés silencieux, et quelques parents éloignés ont rejoint le cœur d'indignation de Sophie. L'arbre généalogique semblait se fendre en deux. Lise m'a envoyé un message privé un soir. Ne te laisse pas abattre. La plupart d'entre nous connaissent la vérité. Elle essaie juste de te faire passer pour le méchant. Merci, ai-je tapé en retour. Ça fait quand même mal. Je sais, mais souviens-toi, quand les gens perdent le contrôle, ils deviennent bruyants. Elle est bruyante parce qu'elle est désespérée. Ces mots m'ont marqué. Désespérée. Oui, Sophie n'était pas seulement en colère. Elle était acculée. Et les gens acculés griffent plus fort. Le week-end suivant, alors que je déballais les dernières de mes boîtes, une autre notification a allumé mon téléphone. Un cousin avait commenté sous la publication de Sophie. Ta mère ne travaille-t-elle pas toujours au grand magasin? Et les heures de ton père n'ont-elles pas été réduites? On dirait que tout le monde a des difficultés. Sophie a répondu rapidement. Oui, et Adrien le sait, mais il s'en fiche. En lisant cela, quelque chose a fait tilt en moi. Ce n'était pas seulement une question de fierté de Sophie. Les finances de mes parents s'effondraient aussi. Et soudain, j'ai compris pourquoi ils avaient tant insisté pour qu'elle emménage dans ma maison. Il ne s'agissait pas seulement d'aider Sophie. Il s'agissait de maintenir à flot tout le navire fragile, avec moi comme canot de sauvetage. Cette prise de conscience m'a glacé plus que les insultes dans la publication de Sophie. Car s'ils étaient assez désespérés, la culpabilité et la honte ne seraient pas leurs seules armes. Ils passeraient à la vitesse supérieure. Ils le faisaient toujours. Lundi, Sylvie au travail s'est penchée par-dessus la cloison de mon box. Matinée difficile? J'ai réalisé que mes épaules étaient voûtées. Mon téléphone était serré si fort que la coque craquait. J'ai forcé un sourire. Juste des drames familiaux, comme d'habitude. Elle m'a lancé un regard entendu, un de ceux qui disaient qu'elle avait ses propres histoires mais qu'elle ne chercherait pas à en savoir plus. Eh bien, si jamais tu as besoin d'une partenaire de boisson, je fais une super margarita. Sa gentillesse m'a de nouveau surpris. Simple, imméritée. Cela m'a presque brisé. Merci, ai-je murmuré, et je le pensais. Cette nuit-là, je me suis assis à mon bureau, faisant défiler une dernière fois le chaos sur Facebook. La publication de Sophie, le venin de ses amis, les loyautés divisées de ma famille. Mon curseur a plané sur le bouton « Désactiver le compte ». Mais je n'ai pas appuyé. Non, je n'allais pas disparaître juste parce qu'elle criait plus fort. Je n'allais pas m'effacer de l'histoire qu'elle était en train de réécrire. Au lieu de cela, j'ai cliqué sur déconnexion et j'ai chuchoté à l'appartement silencieux, laissez-les parler. Je connais la vérité. Pourtant, en éteignant la lampe et en me glissant dans mon lit, je ne pouvais pas me défaire d'une pensée. S'ils étaient assez désespérés pour me traîner dans la boue des réseaux sociaux, qu'essaieraient-ils ensuite? La réponse est venue 2 jours plus tard, cachée dans un souvenir que j'avais presque oublié. 6 mois avant tout cela, maman et papa m'avaient appelé en panique. L'entreprise de papa avait réduit ses heures à un temps partiel. Le salaire de maman au grand magasin couvrait à peine les courses. Leur hypothèque était en retard. Juste une faveur temporaire, avait dit maman. 800 par mois, juste le temps qu'on se remette sur pied. Comme un idiot, j'avais accepté. J'avais mis en place un virement automatique et j'y avais à peine pensé par la suite. Chaque mois, l'argent quittait mon compte sans même que je le touche. Et maintenant, en regardant la publication Facebook de Sophie et en me souvenant des mots de maman, nous avons déjà décidé, j'ai réalisé ce que cette faveur était devenue. Pas un pont, pas une bouée de sauvetage, un pipeline. Ils avaient compté sur le fait que je serais trop obéissant pour le couper. Mais je n'étais plus obéissant.
J'ai ouvert mon application bancaire, le pouce planant sur le bouton « Annuler ». Ma poitrine s'est serrée. Annuler signifiait ne plus revenir en arrière. Cela signifiait me choisir d'une manière que je n'avais jamais faite. J'ai appuyé. L'écran s'est rafraîchi. Virement annulé. J'ai pris une capture d'écran, le cœur battant, et je l'ai jointe à un texto de groupe avec maman et papa. Puisque vous m'avez renié, je ne paierai plus l'hypothèque d'étranger. 3 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Maman. J'ai répondu. Sa voix était rauque de panique. Adrien, qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai annulé le virement. Tu ne peux pas nous faire ça, a-t-elle crié. Nous avons besoin de cet argent. Sans lui, nous ne pouvons pas payer notre hypothèque. Nous allons perdre la maison. Ça ressemble à votre problème, maman. Ses sanglots ont traversé la ligne. Alors peut-être que Sophie devrait trouver un travail. Elle se remet encore du divorce. Elle a besoin de temps. Elle a besoin de revenus, ai-je rétorqué. Elle a 2 enfants à nourrir. Papa ne travaille qu'à temps partiel. Ce n'est pas assez. Vous devez tous arrêter de vous appuyer sur moi comme si j'étais un puissant fond. La voix de maman s'est brisée, montant et descendant comme une tempête. Comment peux-tu être si cruel? Tout est de ta faute. Si seulement tu avais laissé Sophie rester avec toi, rien de tout cela ne serait arrivé. De ma faute. La phrase m'a frappé comme un coup de fouet familier, un que j'avais senti toute ma vie. Mais cette fois, je n'ai pas bronché. Non, maman. Sophie a démissionné. Ce n'est la faute de personne d'autre que la sienne. Et vous avez choisi de la soutenir au lieu de lui dire d'être responsable. C'est de votre faute, pas de la mienne. C'est la famille, a gémi maman. Moi aussi, ai-je dit doucement. Mais ça ne vous a pas empêché de me renier quand j'ai refusé de jouer les sauveurs. Vous avez fait votre choix. On ne le pensait pas, a-t-elle pleuré. Trop tard, ai-je murmuré. Au revoir, maman. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient en posant le téléphone. Mais au lieu de l'angoisse, autre chose a fleuri. Le soulagement. Cette nuit-là, je me suis versé un verre et je me suis assis sur le balcon de mon appartement. La ville s'étalait en dessous, les lumières clignotant comme des constellations sur terre. L'air était frais, vif. J'ai murmuré dans le noir, comme si je me confessais aux montagnes, je suis libre. Mais la liberté portait aussi la peur. Allait-il riposter? Sophie lancerait-elle une autre attaque en ligne? Mes parents se présenteraient-ils à Denver, martelant ma porte comme ils l'avaient fait à mon ancienne maison? Je ne le savais pas. Tout ce que je savais, c'est que le cordon avait été coupé. Et ce n'était pas seulement financier. C'était la tâche qui m'avait lié à leur chaos, leurs exigences, leurs urgences sans fin. Le lendemain au travail, j'ai gardé mon téléphone en mode silencieux. Pourtant, des textos se sont glissés comme des fissures dans un barrage. Papa, tu es allé trop loin cette fois. Sophie, comment oses-tu laisser tomber maman? Les garçons souffrent à cause de toi. Maman, nous ne te pardonnerons jamais pour ça. Mais le pardon n'était plus la monnaie que je voulais. C'était le respect. Et si les couper était le seul moyen de le gagner, alors soit. Ce week-end-là, Lise a appelé. Sa voix était prudente, comme quelqu'un s'approchant d'un animal blessé. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Maman a dit à tout le monde que tu avais annulé les paiements de l'hypothèque. A-t-elle aussi mentionné qu'elle m'avait renié dans la même phrase, ai-je demandé. Le silence s'est étiré. Puis Lise a soupiré. Ouais. Elle omet cette partie. Nous avons tous les deux ri amèrement. Je ne sais pas si j'ai bien fait, ai-je admis. Mais je ne pouvais pas continuer à les encourager dans leur dépendance. J'étais en train de me noyer. Tu as bien fait, a-t-elle dit fermement. Ils appelleront ça de l'égoïsme parce que ça ne les sert pas, mais les limites ne sont pas égoïstes. C'est de la survie. Ces mots m'ont stabilisé. Cette nuit-là, j'ai rêvé de la maison de mon enfance, la clôture blanche, la pelouse manucurée. Mais dans le rêve, les fenêtres étaient sombres, la porte verrouillée. Je me tenais dehors avec une clé qui n'entrait plus dans la serrure. Quand je me suis réveillé, je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti la paix.
Car peut-être que certaines portes sont censées rester fermées. Mais la paix ne durait jamais longtemps dans ma famille. Une semaine plus tard, alors que je quittais le travail, mon téléphone a vibré avec un nouveau message vocal. Le numéro était inconnu, mais la voix ne l'était pas. Adrien, c'est Luc, ton ancien patron. Je viens d'avoir la conversation la plus étrange. Ta mère est venue à mon bureau aujourd'hui. Elle a exigé que je te convainque d'envoyer de l'argent à la maison ou, écoute bien, de le prélever directement sur ton salaire et de le lui envoyer. Je me suis figé sur le trottoir, les voitures passant à toute vitesse dans un flou de phares. Maman était allée à mon ancien lieu de travail, voir mon patron, et avait essayé de faire voler mon salaire. Ma main tremblait en tenant le téléphone. Ce n'était plus du désespoir. C'était la guerre. Quand j'ai réécouté le message vocal de Luc, mes genoux ont failli flancher. Je me suis appuyé contre le mur à l'extérieur de mon appartement, agrippant le téléphone comme s'il pouvait me brûler. Maman était réellement allée à mon ancien bureau, était entrée, s'était assise en face de mon ancien patron, et avait essayé de l'enrôler pour voler mon salaire. Même pour elle, c'était un nouveau bas-fond. J'ai rappelé Luc immédiatement. Il a décroché à la deuxième sonnerie, sa voix calme, mais lasse. « Adrien, je me doutais que tu appellerais. » Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Ma gorge était à vif. Elle s'est présentée sans rendez-vous. A dit que c'était urgent. A exigé de me parler. Puis elle s'est lancée dans tout un discours sur le fait que tu étais irresponsable, que tu abandonnais ta famille, et que c'était ma responsabilité en tant qu'employeur de régler ça. J'ai fermé les yeux. Oh mon Dieu. Elle voulait que je te convainque d'envoyer de l'argent ou que je prélève sur ton salaire pour le lui envoyer directement. Je lui ai dit deux choses. Premièrement, tes finances personnelles ne me regardent pas. Et deuxièmement, ce qu'elle suggérait ressemblait beaucoup à du vol. Un rire tremblant m'a échappé. Qu'a-t-elle fait alors? Elle s'est mise à pleurer, a dit que la famille allait perdre sa maison, qu'elle était désespérée. Je lui ai dit que j'étais désolé, mais qu'il n'y avait rien que je puisse faire. Finalement, elle est partie. Je suis tellement désolé qu'elle t'ait fait subir ça. Ne le sois pas, a-t-il dit doucement. Mais Adrien, tu devrais peut-être te protéger. Ça ne sent pas la fin de l'histoire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu manger. Je ne pouvais pas rester en place. J'ai fait les 100 pas dans le petit appartement jusqu'à ce que le plancher craque sous mes pieds. La ligne avait été franchie. Appel téléphonique, texto, publication sur Facebook. Je pouvais ignorer tout ça. Mais se présenter sur mon lieu de travail, impliquer mon patron, c'était du harcèlement. Et le harcèlement avait des conséquences. J'ai ouvert mon ordinateur portable, créé un nouveau document et commencé à taper. Maman, papa, et Sophie. Aujourd'hui, mon ancien patron m'a contacté pour me dire que maman s'est présentée à son bureau pour exiger qu'il vole de l'argent de mon salaire pour vous l'envoyer. Ceci est du harcèlement, et cela doit cesser immédiatement. Les mots sont venus lentement d'abord, puis plus vite, plus net. J'ai listé chaque appel, chaque texto, chaque tentative de me coincer. J'ai joint des captures d'écran des messages. J'ai noté les dates et les heures. J'ai écrit comment maman avait déclaré que je n'étais plus sa fille et comment j'avais accepté cela. Tout contact ultérieur sera considéré comme du harcèlement et sera signalé à la police. Je documente tout, les appels, les textos, et maintenant le témoignage de mon ancien patron sur la visite de maman. Si vous continuez, je déposerai une demande d'ordonnance restrictive. Quand j'ai terminé, mes mains tremblaient, mais pas de peur, de libération. Je l'ai relu 2 fois, m'assurant que chaque mot était mesuré et précis. Pas de colère, pas de supplication, juste des limites documentées en noir et blanc. Puis je l'ai envoyé à tous les 3 et j'ai bloqué leur numéro. Le silence qui a suivi était assourdissant. Des jours ont passé sans une seule vibration de mon téléphone. Pas d'appel, pas de texto, pas de notification. Au début, j'étais méfiant. Ils devaient sûrement comploter quelque chose de plus grand, une embuscade. Mais alors que le calme s'étendait sur une semaine, puis 2, j'ai réalisé autre chose. Ils étaient secoués. Pour la première fois de ma vie, j'avais menacé d'une action qui ne venait pas de la culpabilité ou de la colère, mais de la loi, de la preuve, du système même qu'ils ne pouvaient plus tordre en leur faveur. Au travail, je respirais plus facilement. Je ne sursautais plus quand mon téléphone s'allumait.
La nuit, je dormais plus profondément. Pourtant, les fantômes persistaient. Je passais devant le miroir et entendais la voix de maman résonner. Fille égoïste. Je pliais le linge et j'imaginais Sophie se plaindre, tu as tout. Je n'ai rien. M. Et alors je me souvenais du courriel, de la documentation, de la ligne que j'avais tracée à l'encre indélébile. Et les fantômes s'estompaient. Un vendredi après-midi, Sylvie m'a invité à prendre un verre avec l'équipe. Normalement, j'aurais décliné, me retirant dans la solitude, mais quelque chose en moi voulait tester cette nouvelle vie que j'étais en train de construire. Au bar, les rires fusaient librement, du genre qui ne blesse pas ou n'exige rien. Je leur ai dit que je venais d'emménager ici, que ma situation familiale était compliquée. Personne n'a insisté, personne n'a jugé. Ils ont juste hoché la tête et m'ont versé une autre margarita. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti à ma place quelque part sans me sacrifier. Cette nuit-là, en rentrant à pied sous la lueur des lampadaires, j'ai chuchoté dans l'air vide, peut-être qu'ils vont enfin arrêter. Mais même au moment où les mots quittaient ma bouche, je savais que ce n'était pas si simple. Des gens comme ma famille n'arrêtent pas. Ils font une pause. Ils se regroupent. Ils attendent la prochaine ouverture. Et bien que mon courriel m'ait acheté la paix, c'était une paix fragile. Une paix qui pouvait se briser au premier coup frappé à ma porte. Pourtant, en me glissant dans mon lit, je me suis permis de la savourer. Le calme, l'absence d'exigence, l'espace pour respirer. Et je me suis promis que s'il revenait me chercher, je serais prêt. Parce que cette fois, je n'étais pas la fille qui faisait les devoirs de sa sœur. Je n'étais pas la fille qui remettait ses chèques de paie. Cette fois, j'étais quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui savait comment se défendre. 3 semaines passèrent. 3 semaines de silence. Au début, c'était comme le calme avant la tempête. Le genre qui pèse dans l'air avec un goût métallique, attendant de fendre le ciel. Je m'attendais à moitié à voir le nom de Sophie clignoter sur mon écran à tout moment. Un message vocal strident de maman exigeant des explications. Le baryton sec de papa me disant ce que je devais à la famille. Mais rien n'est venu. À la place, la vie a rempli le silence. Le travail m'a consumé d'une manière qui semblait différente maintenant. Avant, le travail avait été une évasion du chaos constant de ma famille, un refuge où je pouvais m'enfouir dans les feuilles de calcul et les délais. Maintenant, c'était plus que ça. C'était la preuve que je construisais une vie qui m'appartenait. Je restais tard sans culpabilité, je déjeunais avec des collègues sans vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes, et j'ai même rejoint la soirée quiz de Sylvie dans un bar du centre-ville. Nous avons perdu de façon spectaculaire, mais j'ai ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Et chaque fois que je déverrouillais mon téléphone et que je ne voyais aucun appel manqué, aucun nouveau message de ma famille, je me sentais plus léger. Pourtant, le silence ne signifiait pas que l'histoire était terminée. Un soir, Lise a appelé. Sa voix portait ce genre de compassion hésitante qui signifiait qu'elle avait des nouvelles que je n'aimerais pas. « Salut, cousine. Comment Denver te traite ? » Mieux que ce à quoi je m'attendais, ai-je admis. Quoi de neuf ? Elle a soupiré. Ta famille a des difficultés. J'ai fermé les yeux. À quel point ? Ton père a pris un deuxième travail, il remplit les rayons dans une épicerie 3 soirs par semaine en plus de son travail de bureau à temps partiel. Il a l'air épuisé. Une pointe de culpabilité a vacillé dans ma poitrine, mais je me suis forcé à respirer. Et maman, elle fait des heures supplémentaires au grand magasin. Elle a l'air plus vieille. Toute cette histoire l'a vieilli, Adrien. Ma gorge s'est serrée. Et Sophie ? Elle a repris le travail à temps plein dans ce centre d'appel qu'elle déteste. Lise a hésité. Elle vit toujours chez tes parents, cependant. C'est à l'étroit. Beaucoup de disputes. Les garçons n'ont pas de place, et tout le monde est sur les nerfs. J'ai pressé le talon de ma main contre mes yeux. Des images ont vacillé. Papa traînant dans les allées sous des lumières fluorescentes. Les épaules de maman affaissées derrière une caisse enregistreuse. Sophie criant sur ses enfants dans une chambre bondée. Ce n'était pas la première fois que j'imaginais les retombées de mon refus, mais l'entendre à voix haute a remué le couteau dans la plaie. Adrien, a dit Lise doucement. Ne le prends pas mal, mais ils en avaient besoin. Ils devaient apprendre qu'ils ne pouvaient pas tout te mettre sur le dos pour toujours.
J'ai laissé échapper un rire tremblant. Alors, tu dis que leur souffrance est une leçon de vie. Je dis qu'elle était attendue depuis longtemps. Tu les as portés depuis que tu es adolescent. Maintenant, ils se portent même s'ils n'aiment pas ça. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le noir, fixant la ligne d'horizon de Denver à travers la fenêtre de mon appartement. Était-ce le prix de la liberté? Regarder ma famille trébucher, sachant que j'avais les moyens d'alléger leur fardeau, mais refusant par principe. Une partie de moi voulait y retourner, donner de l'argent à papa pour les courses, couvrir à nouveau l'hypothèque de maman, laisser Sophie s'installer dans ma chambre d'amis. Une partie de moi aspirait à être le héros qu'ils prétendaient que j'étais quand ils avaient besoin de moi. Mais une partie plus forte se souvenait du poids de toutes ces années. Se souvenait des mots de maman, tu n'es plus notre fille. S'ils pouvaient me rejeter quand j'arrêtais de les servir, alors peut-être ne m'avaient-ils jamais considéré comme faisant partie de la famille. Peut-être n'avais-je jamais été qu'une bouée de sauvetage. 2 semaines de plus se sont écoulées et les nouvelles de Lise sont devenues moins sombres. Ton père s'en sort, fatigué, mais il s'en sort. Sophie est toujours amère, mais elle paie à nouveau ses factures. Et maman, eh bien, elle se plaint toujours, mais elle n'a pas essayé de te contacter. Peut-être qu'il réalise enfin que tu es sérieux cette fois. Ces mots ont apporté un étrange mélange de fierté et de tristesse. Fierté d'avoir tenu bon. Tristesse que tenir bon signifiait les observer à distance comme à travers une vitre embuée. Denver a commencé à ressembler à un foyer. J'ai découvert un petit café près du bureau avec les meilleurs croissants aux amandes que j'ai jamais goûtés. La barista a appris mon nom, gribouillait des cœurs sur mes gobelets à emporter. Le week-end, je faisais de la randonnée sur les sentiers de montagne, les poumons brûlants dans l'air raréfié, mais le cœur gonflé de quelque chose qui ressemblait à de la joie. Je me suis même surpris à fredonner en faisant la lessive, un son si étranger qu'il m'a surpris. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne me préparais pas à la prochaine crise. Je ne faisais pas de budget en fonction de combien je devrais envoyer à mes parents ou de combien de factures de Sophie je couvrirais. Mon argent était à moi. Mon temps était à moi. Ma vie était à moi. Mais la paix venait aussi avec des ombres. La nuit, je rêvais parfois de Jules et Thomas, les garçons de Sophie, me regardant avec confusion dans les yeux. Pourquoi tonton Adrien est-il parti? Pourquoi ne veut-il pas nous aider? Ils étaient innocents. Ils n'avaient pas demandé ça. Et cette culpabilité pesait le plus lourdement sur moi. Pourtant, même là, je me suis rappelé que les aider ne signifiait pas me sacrifier. Si jamais je le voulais, je pourrais leur envoyer des cadeaux d'anniversaire, des fonds pour l'université, à mes conditions. Pas à celles de Sophie, ni à celles de maman, aux miennes. Un soir, assis sur mon balcon avec les montagnes brillant de violet au coucher du soleil, j'ai murmuré une question que je n'avais pas osé poser auparavant. Les ai-je abandonnés, ou ai-je enfin arrêté de m'abandonner moi-même? La brise n'a apporté aucune réponse, mais dans ma poitrine, j'ai senti une vérité s'installer. Peut-être que les deux étaient vrais, et peut-être que c'était acceptable. Parce que parfois, la survie ressemble à une trahison pour ceux qui bénéficiaient de votre soumission. Et parfois, rompre est le seul moyen pour quiconque d'apprendre à se tenir debout. Pourtant, je ne pouvais pas me défaire de cette pensée. Le silence ne durait jamais éternellement dans ma famille. Et quand la prochaine tempête arriverait, car elle arriverait, serais-je assez fort pour tenir la ligne? 3 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais envoyé le courriel menaçant d'une action en justice. 3 mois de calme. 3 mois de quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. La paix. Je passais les samedis matins dans un café du centre-ville, l'ordinateur portable ouvert sur les annonces d'appartements. Mon loyer était correct, mais c'était temporaire. Une étape. Je voulais de la permanence, quelque chose à moi que personne ne pourrait me prendre, que personne ne pourrait revendiquer. Ce matin-là, alors que la vapeur s'échappait de ma tasse, une nouvelle annonce a attiré mon attention. Un appartement de 2 chambres à 10 minutes du bureau, parquet, cuisine rénovée, et un balcon avec vue sur les montagnes. J'ai cliqué sur les photos, le cœur s'accélérant. La vue seule m'a coupé le souffle. L'annonce disait que l'hypothèque mensuelle serait gérable avec mon salaire plus les revenus locatifs de mon ancienne maison. Pour la première fois, j'ai imaginé un avenir non pas alourdi par l'obligation, mais construit sur la possibilité. Lundi, j'ai rencontré l'agent immobilier à l'appartement. Au moment où je suis entré, j'ai su.
La lumière du soleil se déversait à travers des fenêtres allant du sol au plafond, peignant la pièce d'or. Les portes du balcon s'ouvraient sur une étendue de crête montagneuse, nette et infinie. J'ai marché sur le parquet, écoutant le léger grincement sous mes pieds, et j'ai eu l'impression que la maison m'écoutait en retour. Cet endroit vous attendait, a dit l'agent immobilier avec un sourire. Elle ne savait pas à quel point elle avait raison. Nous avons passé 1 heure à examiner les papiers. Mes chiffres étaient bons, revenus stables, propriété locative solide, économie enfin en croissance au lieu de se vider. Le soir, mon offre était soumise. Le lendemain, acceptée. Quand j'ai signé les papiers, j'ai senti quelque chose se briser en moi, une attache que je n'avais même pas réalisée que je portais encore. Cette fois, je n'achetais pas une maison pour que quelqu'un d'autre la réclame. Je ne créais pas un nid dans lequel ma famille pourrait s'engouffrer. Cette fois, c'était à moi. 2 semaines plus tard, je me tenais dans le salon vide, entouré de l'odeur de peinture fraîche. Mes boîtes étaient soigneusement empilées contre le mur, mais je ne me suis pas précipité pour déballer. Au lieu de cela, j'ai fait glisser les portes du balcon et je suis sorti. L'air était frais, vif, teinté de pin. La ville s'étalait en dessous comme un village de jouets, et au-delà, les montagnes se dressaient, inflexibles. Pendant un long moment, j'ai juste respiré. Puis j'ai murmuré avec une quasi-révérence, j'ai réussi. Lise a appelé ce soir-là. Félicitations, propriétaire, a-t-elle dit chaleureusement. Puis, après une pause, tu sais que Sophie raconte à tout le monde que tu as ruiné sa vie. J'ai ri doucement, le son teinté d'incrédulité. Comment ai-je ruiné sa vie? Elle dit que si seulement tu l'avais laissée rester avec toi, elle aurait pu trouver un travail incroyable maintenant. Tout serait différent. Ou, ai-je dit d'un ton sec, elle aurait passé des mois assise sur mon canapé pendant que je payais ses factures. Exactement, mais elle ne peut pas l'admettre. C'est plus facile de te blâmer que d'admettre que ses propres choix l'ont mise là. Et maman et papa, ai-je demandé, me préparant. Ils travaillent toujours d'arrache-pied pour payer les factures, mais ils commencent à accepter que tu ne reviendras pas. Maman ne parle plus autant de toi. Papa grogne, mais il est concentré sur ses boulots. Ces mots ont atterri comme un étrange soulagement. Douloureux, oui, mais libérateur aussi. Bien, ai-je dit, parce que je ne reviendrai pas. Cette nuit-là, j'ai déballé une seule boîte. À l'intérieur se trouvaient des photos encadrées. Moi avec des collègues à une fête de bureau. Moi et Lise à un barbecue familial des années auparavant, souriant malgré tout. Je les ai placées sur une étagère, puis j'ai sorti un dernier objet, une lettre que j'avais rédigée des semaines auparavant mais jamais envoyée. Elle était adressée à Sophie. Je l'ai dépliée, lisant les mots « Je t'aime ». J'aime les garçons, mais je ne peux pas te sauver. Plus maintenant. Je l'avais écrite une nuit où la culpabilité m'avait presque ramené dans le cycle. Mais maintenant, debout dans ce nouvel espace, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de l'envoyer. Le message n'était pas pour elle. C'était pour moi. J'ai déchiré la lettre en 2, puis encore, jusqu'à ce que les morceaux tombent en flottant dans la poubelle. Plus tard, je suis retourné sur le balcon. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles dispersées. Les montagnes se profilaient, éternelles et intouchables. Et dans ce vaste silence, j'ai compris quelque chose. La famille, ce n'était pas des liens du sang qui vous saignaient à blanc. La famille, c'était une question de choix, d'amour donné librement, non exigé, de soutien qui élève, pas qui écrase. Et tandis que mes parents et Sophie m'avaient rejeté, j'avais toujours Lise. J'avais toujours moi-même. C'était suffisant. Je me suis appuyé contre la balustrade, murmurant un vœu silencieux. Je les aime d'ici, de loin. Mais je ne retournerai pas en arrière. Le vent frais a caressé mon visage, portant l'odeur du pain. Et pour la première fois de ma vie, j'ai cru en mes propres mots. Parce que je n'étais plus la fille laissée pour compte. J'étais la femme qui a choisi sa propre vie. Et depuis ma chambre avec vue sur la montagne, je savais que le calme était à moi, et que je le garderais.